Donc, nous allons écouter ce soir Bastien Dumont et Yannick Tanguy nous parler de la nouvelle foire aux questions de l'association. Je tiens à rappeler que Bastien comme Yannick sont des nouveaux membres du conseil d'administration de l'association. Ils ont été élus en novembre dernier. Et depuis, ils se sont énormément investis, notamment dans la fac, comme nous allons l'entendre ce soir. Voilà, donc merci à eux. Et je donne la parole à Damien qui commence, à Bastien qui commence. Bien, donc merci Patrick et merci à tous d'être là. Donc aujourd'hui, on va vous présenter la FAQ d'une manière un peu complémentaire, en partie complémentaire de l'axe choisi par Denis Bitouzé dans ces deux articles qui sont parus dans la lettre. Donc la lettre que vous pouvez retrouver sur le site de l'association. Et donc on va organiser cette présentation en 4 parties. D'abord, comment installer la FAQ sur son ordinateur, puisqu'on peut la consulter sur le site de l'association, mais on peut aussi l'installer et la compiler sur son ordinateur pour une consultation hors ligne. Ensuite, on va montrer comment on peut contribuer à la FAQ en utilisant Git. Et je vais passer la parole à Yannick après, qui va nous montrer comment on peut contribuer sans passer par Git, donc en passant par l'interface en ligne, et qui finira par montrer concrètement comment on modifie une page et quels sont les gros manques, les gros chantiers à court de la FAQ, donc sur lesquels on peut s'investir en priorité si on n'a pas d'idée particulière. Alors, la FAQ, vous la connaissez probablement sous cette forme, donc sous la forme du site, mais ces sources sont également accessibles, donc en cliquant sur cette icône ici, sur la page d'accueil du site. Et donc, les sources de la FAQ sont disponibles sur le serveur de l'association, serveur qui fonctionne grâce à vos cotisations. Et il est possible de copier et de mettre à jour ce dépôt, donc l'ensemble des sources de la FAQ sur son ordinateur. Donc pour ça, j'ai créé un répertoire dont vous voyez qu'il est vide pour l'instant. Et donc, pour savoir comment récupérer le dépôt, on va aller dans la section contribuer, donc sur la page compilation en local de la FAQ. Et là, bon, vous verrez d'abord des considérations générales que vous pourrez lire, mais ce qui nous intéresse, c'est la première sous-section dans laquelle vous avez la commande à utiliser pour cloner la FAQ sur votre ordinateur. Donc, ce qui suppose que vous ayez le logiciel Git installé, ce qui est le cas par défaut sur les distributions GNU Linux, et sinon il est assez facile à trouver. Donc voilà, comme toutes les commandes sur cette page, on peut la copier facilement en cliquant en haut à droite, et il faut se rendre dans le terminal, donc dans lequel on a ouvert le répertoire que je vous avais montré tout à l'heure, qui est vide. Je copie la commande et donc assez rapidement Git récupère toutes les données, et si je retourne dans mon dossier, j'ai maintenant un dossier FAQ Git dans lequel j'ai le même contenu
que ce que je vous ai montré tout à l'heure sur le serveur de l'association. Alors, en ayant récupéré le dépôt sur le site de l'association, vous voyez que vous n'avez que un dossier logo qui ne nous intéresse pas et le dossier source dans lequel se trouvent les fichiers de la FAQ en format Markdown. Donc on n'a pas la FAQ en format HTML et pour ça, il faut compiler la FAQ et pour ce faire, il suffit de suivre les instructions de Denis qui sont très bien faites, pas à pas. Vous n'avez même pas besoin d'être spécialement familier du terminal. Le seul problème pour l'instant, c'est que aucun des contributeurs actuels de la FAQ qui ont été interrogés n'utilise Windows, donc c'est a priori plutôt orienté Linux ou Mac. Mais donc, vous pouvez suivre donc ces instructions qu'on va sauter parce que ça prend un peu de temps de téléchargement, d'installation. Et on arrive, donc une fois qu'on a installé tout l'environnement nécessaire, on revient cette fois dans mon autre répertoire, celui où j'ai déjà fait, donc répertoire aussi FAQ Gut, mais où j'ai déjà fait toute cette installation. Et donc, une fois que tout est installé, donc il suffit d'activer l'environnement de compilation en faisant source venv bin activate. Et ensuite, vous pouvez soit récupérer cette commande qu'a indiqué Denis sur le site, soit comme je le fais moi, taper make HTML et là, Sphinx, donc, qui est installé dans l'environnement de compilation, va générer la FAQ. Et donc, alors évidemment là, en réalité, Sphinx n'a rien fait parce que tout est déjà compilé. Mais la première fois que vous lancerez cette commande, Sphinx mettra, il me semble, entre 5 et 10 minutes pour tout compiler. Donc c'est normal si ça prend du temps et la première fois. Mais donc le résultat de cette compilation, c'est qu'on obtient désormais ce dossier build dans lequel on peut entrer. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le dossier HTML. Et là, on clique sur le fichier index.html et vous voyez que donc on est bien sur mon ordinateur avec la page de départ de la FAQ et ensuite, si on se promène, on peut se promener à l'intérieur de la FAQ telle qu'elle est installée sur mon ordinateur. Alors, là, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai compilé en réalité une version de la FAQ que j'avais déjà compilée auparavant, donc Sphinx n'a rien changé, mais ma version de la FAQ installée sur mon ordinateur n'est probablement pas à jour, puisque je l'ai compilée hier soir, donc on va le voir tout de suite. Pour mettre à jour la FAQ par rapport au serveur, il suffit de lancer la commande git pull, donc tirer les dernières modifications qui ont été faites par d'autres contributeurs. Et donc on voit que Git a récupéré un certain nombre de changements. Donc ici sur 5 fichiers différents. Et donc maintenant, si je relance make
HTML, Sphinx recompile les fichiers HTML qui correspondent uniquement aux fichiers sources qui ont été modifiés depuis la dernière fois que je lui ai fait compiler. Alors, on voit ici dans cette compilation que on obtient un certain nombre d'avertissements, des références croisées qui ne sont pas trouvées, notamment, c'est ça qui arrive le plus souvent. En fait, on peut les ignorer parce que ce sont des avertissements qui viennent du fait que Sphinx parallélise la compilation, donc il utilise les différents cœurs du processeur en même temps, et donc c'est ça qui fait que on a ces avertissements, parce que Sphinx partage la FAQ en 4 blocs, mais en réalité, ces références croisées sont bien présentes dans la FAQ compilée sur votre ordinateur. Donc si vous avez des questions, si vous voulez m'interrompre, hein, n'hésitez pas. Donc je ne vois pas les questions dans le chat, mais vous pouvez m'interrompre oralement. Voilà, donc jusque-là, je vous ai montré en fait ce qui est nécessaire pour avoir simplement la FAQ hors ligne sur son ordinateur. Donc c'est assez simple, hein, vous clonez le dépôt la première fois, et ensuite, pour mettre à jour, vous avez ces 3 étapes que j'ai montrées, donc source, venv-bin, activate, git pull, puis make HTML. Et donc pour simplifier ça, vous pouvez éventuellement les mettre dans un script, comme je l'ai fait ici, donc où j'ai mis ces 3 commandes à la suite. J'ai rendu ce script exécutable, et donc maintenant, il me suffit de lancer cette commande. Alors je l'ai pas rendu exécutable encore, donc je vais le faire maintenant. Et maintenant, je peux lancer la commande donc avec le script sh que je viens de vous montrer. Et donc, les 3 étapes sont accomplies automatiquement. Voilà, donc jusque-là, on a montré simplement comment on peut avoir la FAQ grâce au clonage du dépôt Git. Maintenant, on peut aussi utiliser ce dépôt Git pour modifier la FAQ sur son ordinateur et envoyer les modifications dans un second temps au serveur. Donc ce n'est pas obligatoire, hein. Il est aussi possible de passer directement par l'interface en ligne sur le site de l'association, mais c'est une méthode qui est assez pratique parce que elle permet d'utiliser notamment notre éditeur de texte habituel pour modifier les fichiers. Donc, on va ouvrir, donc on va aller dans la source et on va modifier un fichier, et donc en préparant cette communication, j'ai remarqué que dans la section contribuer et donc le fichier compilation de la FAQ en local que nous avons vu tout à l'heure, il n'y avait pas de référence à la commande make HTML. Donc on va ajouter la référence à la commande make HTML. Alors vous voyez ici, Yannick vous le montrera plus en détail, le fichier source en MD, donc il y a une syntaxe assez facile, assez intuitive
à utiliser une fois qu'on a un petit peu appris, un petit peu pratiqué. Et donc, la modification qu'on veut faire donc, se trouve ici. On veut juste ajouter que la commande make HTML est équivalente. Donc j'ai mis, pour gagner du temps, j'ai déjà rédigé la modification. Ah. Donc j'ajoute juste, voilà. En principe, vous devriez obtenir le même effet avec la commande suivante, alors qui suppose qu'on ait le programme make, mais il semblerait que même en n'ayant pas le programme make sous Windows, ça devrait marcher, parce qu'il y a un fichier qui devrait permettre que ça marche. Voilà. Donc là, j'ai fait la modification, je l'enregistre, et je retourne donc sur mon terminal, là où j'ai mis donc au niveau du répertoire FAQ GUT, et pour enregistrer, alors d'abord, je peux visualiser ma modification, donc en faisant git diff, c'est-à-dire montrer la différence entre l'état actuel des sources de la FAQ et ce qui est enregistré et ce qui a été enregistré. Donc là, on voit en vert l'addition que je viens de faire. Donc je vois qu'elle me convient, je n'ai pas fait de faute d'orthographe, donc je vais enregistrer cette modification. S'il ne suffit pas de faire la modification, il faut l'enregistrer avec git commit -a-m suivi d'un petit message qui s'affichera dans le log des modifications sur la FAQ. Donc c'est un message court et informatif. Donc voilà, compilation en local, ajouter make HTML. Et voilà, donc là, j'ai enregistré ma modification. Peut-être un petit rappel de Git. Pardon, Bastien, je voulais savoir, le -A, c'est pourquoi, donc? Ah oui, alors le -A, c'est juste parce que si on ne le met pas, il faut indiquer manuellement à Git quel fichier on a modifié. Enfin, à quel fichier correspond cet enregistrement. Ah, ok. Donc le -A sert juste à dire enregistre toutes les modifications qui n'ont pas encore été enregistrées avec le message suivant. Et donc là, c'est enregistré sur mon dépôt Git à moi. Et pour l'envoyer sur le serveur de l'association, il faut avoir auparavant créé un compte. Donc pour ça, il faut corriger-moi si c'est une bêtise. Bastien, chez moi. Est-ce que tu peux me montrer déjà la compilation, faire un make HTML pour voir ce que donne, enfin que ta modification. Ah oui, tu as raison, oui. Oui, tout à fait. Merci. Donc on recompile effectivement et voilà. Donc on revient sur notre page compilation en local. Donc là toujours sur mon ordinateur et si on descend, on voit on voit effectivement que la modification apparaît bien comme je l'ai voulu. Et effectivement, Denis a raison de me le rappeler, puisque un des intérêts d'avoir le dépôt de la FAQ sur son ordinateur,
c'est que ça permet de compiler, de visualiser l'effet des modifications avant d'enregistrer, justement. Donc là, effectivement, je n'ai pas vérifié parce que j'étais sûr que j'avais bien entré la bonne syntaxe, que ça allait faire ce que je voulais. Mais effectivement, en général, quand on fait une modification, on recompile, on va voir la page correspondante dans le navigateur, et après, une fois qu'on a constaté que tout est bon ou qu'on a corrigé les éventuelles erreurs, on enregistre dans un second temps. Alors, une fois que c'est enregistré sur le dépôt sur l'ordinateur, on peut l'envoyer sur le serveur de l'association, à condition toutefois d'avoir un compte sur le serveur. Et donc, si je me souviens bien, il faut envoyer un mail au secrétariat pour en obtenir un. C'est ça, Denis? Je veux dire, je ne sais même plus, mais ou peut-être sur la liste FAQ, gutenberg-asso.fr, l'un ou l'autre. Oui, d'accord. Sinon, mais on de peut toute attendre la façon, c'est réponse. toi qui le fais. Pardon, Antoine? Dire Pardon? Patrick est en train d'écrire, là, peut-être attendre de voir sa réponse. Ah, oui. Mais en tout cas, voilà, on ne peut pas créer soi-même son compte, il faut le demander, mais en principe, ça ne devrait pas poser de problème. Bon, donc Patrick a répondu. Donc les deux solutions sont possibles. Alors, donc moi c'est mon cas, j'ai mon compte sur le serveur et donc je peux envoyer les modifications. Donc pour mettre à jour depuis le serveur, il fallait faire git pull et c'est ce que je vais faire maintenant pour avoir bien, avant d'envoyer mes modifications, je vais mettre à jour mon propre dépôt au cas où quelqu'un ait fait une modification en même temps, pour pas qu'on ait de conflit après. Donc là, ce n'est pas le cas. Et ensuite, je fais le contraire de pull, git push, pour envoyer mes modifications sur le serveur. Et donc, et voilà, donc j'ai entré mon identifiant et mon mot de passe, et il n'est pas content. C'est bizarre parce que je me suis peut-être trompé en entrant mon mot de passe. Non. Bon, je me souviens que c'est pas grave. Je pusherai tout à l'heure. Je me souviens que j'avais eu un problème qui venait de mon ordinateur qui faisait que j'avais pas pu pusher il y a quelques jours. Donc je vais retrouver comment faire. Mais sinon, donc en principe, ça fonctionne normalement. Et donc, oui. Bastien, juste j'interviens pour dire que Vas-y. il y a un moyen de ne pas avoir à taper, enfin un moyen qui permet de ne pas avoir à taper son mot de passe à chaque fois. En fait, il suffit de créer une clé SSH et de la mettre sur le serveur. Alors c'est un petit peu technique, mais bon, il y a plein de documentation à ce sujet. Donc éventuellement, vous pouvez procéder ainsi pour vous simplifier la vie, ne pas avoir à chaque fois taper votre mot de passe. Voilà.
Oui, effectivement. Et je l'ai toujours pas fait. Mais de toute façon, en fait, j'ai terminé pour ma part. Éventuellement, on peut peut-être faire une pause là si vous avez des questions. Sinon, je passe la parole à Yannick. Mais pour t'encourager, Bastien, c'est pas la première fois que je vois ça, que ça arrive, là, des blocages à ce niveau-là. Là. Dans d'autres tutoriels sur Git, là, ça arrive souvent, ça, que le mot de passe accroche, là, puis Ouais. je me souviens plus de la solution, là, mais je pense que Oui, ça a mais rapport. effectivement, mais je crois que je vais tout de suite enregistrer ma clé SSH parce que ça ne m'arrive jamais pour les autres serveurs où je m'authentifie en SSH. Donc c'est sans doute, une fois qu'on l'a mis en place, c'est sans doute plus simple, effectivement. Bon, donc j'arrête le partage d'écran et je cède la parole à Yannick qui va montrer plus en détail comment on modifie avec l'interface en ligne. Eh ben, bonsoir à tous. Donc, je passe sur la deuxième partie, alors qui devrait poser peut-être moins de difficultés, mais bon, sait-on jamais, il y aura les aléas du direct, comme pour Bastien. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti pour le partage. Alors, on fait les petits réglages. Autoriser. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Parfait. Bien. Bon, bah, vous reconnaissez cette page ou vous l'avez peut-être, si vous l'avez jamais vue, bah, je suis heureux de vous présenter la page d'accueil de la FAQ en version sombre, hein, puisque je vous rappelle que vous pouvez toujours changer l'affichage. Donc, pour préserver mes petits yeux, je vais la mettre en foncé. Et du coup, comment qu'on travaille avec cette FAQ pour l'améliorer, pour pouvoir la corriger, la faire évoluer? Alors ici, je me suis mis sur une fenêtre, on va voir, je vais passer sur un autre écran tout à l'heure. Je me suis mis ici comme un utilisateur qui vient de se réveiller le matin et qui se dit c'est le jour ou jamais d'y aller, je veux la modifier. Donc grosso modo, je vais aller sur une page quelconque. Hop, voyons voir, documentation technique, comment mettre en place un manuel, c'est parti. Hop, 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 bah voilà, c'est ma page, c'est parti. Je veux la modifier. Alors, sur le côté, c'est là que ça va se passer pour nous. Vous avez ici le petit menu qui rappelle le contenu de la page. Ici, vous avez toute l'arborescence. Je ne rentrerai pas dans le détail qui est très largement décrit par Denis dans la dernière lettre parue là en avril. Donc, grosso modo, si je fais des raccourcis, s'il y a des choses qui vous semblent aller trop vite, n'hésitez surtout pas à m'interrompre. Je suis là pour ça. Donc ici, je veux modifier cette page. Mon Dieu, elle me déplaît, c'est pas bien, c'est moche, ça dit des bêtises, je veux changer les choses. Bien, vous avez ce lien ici qui apparaît, modifier, avec une petite astuce qui est donnée, CTRL plus clic, conseillé. Pourquoi CTRL plus clic? Si j'appuie directement ici, la page va charger l'interface qui va me servir à modifier, mais je ne verrai plus la page d'origine. Donc en faisant CTRL clic, voyez, vous ouvrez dans un autre onglet la fameuse interface. Alors pour l'instant, la fameuse interface se limite un petit peu parce que, grosso modo, c'est pas un éditeur, là, c'est une demande de connexion. Donc c'est parti. En toute logique, je ne devrais pas avoir trop de surprises jusque-là. Ensuite, normalement, alors ah oui, je me souviens plus de mon mot de passe. Ce serait dommage d'arriver à faire un échec là-dessus. Hop, se souvenir de moi, pourquoi pas, et connexion. Avec un peu de chance, le mot de passe, c'est bon. Oui, le mot de passe, c'est bon. Très bien. Et hop, je passe dans une interface. Je vais refermer, on va la refaire. Attention, maintenant, si je fais CTRL-clic, zou, l'éditeur se charge directement. J'ai plus besoin de faire cette connexion et je tombe sur ce petit monde magique de l'édition en ligne des pages de la FAQ. Alors, une fois qu'on a vu ça, si j'étais venu ici, c'était uniquement pour pouvoir vous montrer cette interface. On va quand même détailler un petit peu ce qui se passe à l'écran. Ici, vous avez déjà un espèce de menu très complet avec pas mal de choses dont on va voir qu'il ne me sert, alors dans mon usage à moi, quasiment à rien. Deuxième chose qui est importante ici, vous avez toutes les pages de la FAQ disposées dans leur arborescence. Donc là, en l'occurrence, moi j'étais sur cette page-ci, style de manuel de référence.md. La plus grande partie de l'écran est occupée par ce fichier-là.
Donc vous retrouvez d'ailleurs son petit nom ici et vous avez la hiérarchie que vous retrouvez finalement qui est un résumé de ce qu'on avait sur le côté. Donc qui me dit en même temps, je suis d'ailleurs dans on va dire la section comment mettre en page un manuel de référence que vous retrouvez là et la sous-section classe mémoire puisque j'ai cliqué ici, vous voyez, si je change, je vais me retrouver avec différents éléments. Ça, d'un point de vue interface, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Ah oui, qu'est-ce que je peux vous dire? Ici, vous avez un petit bouton qui est assez pratique, enfin, pour les débutants, pas pour les expérimentés, mais du coup, là, ça nous permettra de voir des choses. C'est un petit panneau qui va s'afficher, qui vous permet d'avoir une prévisualisation de la page. Mais vous admettrez avec moi qu'entre la prévisualisation qui est faite là et celle de la page définitive qui est là, il y a quand même un monde. Ce monde, c'est tout simplement des CSS et autres qui font que cette présentation, finalement, cette prévisualisation n'est qu'une aide, mais pas forcément la chose la plus excellente qui soit, mais ça peut vous permettre au moins de vous relire d'un point de vue français. C'est peut-être un peu plus joli, on va dire, que ce qui figure ici. Je vais la fermer, hop, voilà, on revient à cette interface-là. Et maintenant, pour être un peu plus pratique, alors si je vais vous citer ça quand même, tout en bas, là, le outline, très particulier, ça vous donne la table des matières de votre page. Ça, au moins, si vous souhaitiez la prévisualiser, ça peut être intéressant. Timeline, elle, est censée vous donner quelque part l'historique des versions, mais l'historique des versions sur votre session. Ça veut dire que là, grosso modo, si cette page a été modifiée hier par quelqu'un d'autre, je n'aurai aucune information ici en la matière. Bien. Yannick, juste, je me permets d'intervenir. Dans Outline, je pense aussi un des intérêts, c'est qu'on peut cliquer sur des sous-sections pour les atteindre directement quand la page est très longue. Oui, tout à fait. Hop, je réduis. Dernière chose qui va être importante pour nous, pour nos modifications, alors là, je vais faire une modification. Donc, c'est un éditeur, un simple éditeur, c'est parti. Ceci est un essai. On va constater une chose. Ici, vous avez une petite icône qui est apparue qui indique que vous avez procédé à la modification d'un document et que ce document, vous pouvez le committer, c'est-à-dire l'envoyer à l'image, en fait, derrière l'architecture, c'est du Git, hein, mais du coup, ici, je peux faire le Git de cette modification. Cette modification, c'est quoi? Regardons dans le détail. Eh bien, on voit qu'entre la version originelle et ma version modifiée, j'ai rajouté ces 2 lignes, donc ceci est un essai. Donc, déjà, si vous cherchez à savoir ce que vous avez fait, vous vous souvenez plus dans l'instant, vous dites, bon, est-ce que c'est bien cohérent, je voulais faire ci et ça, vous pouvez faire cette vérification de différence. Deuxième chose, alors, je ne vais pas aller au bout de la démarche, mais je le ferai sur un autre exemple à la suite. Ici, comme tout commit, comme on l'a vu tout à l'heure avec Bastien, un commit, généralement, on met un petit message d'information, modification d'une page pour défaut de texte, hop, pam. Si j'appuie là sur ce bouton, c'est l'équivalent de ce qu'on a vu avec Bastien, c'est-à-dire que ça envoie au serveur les modifications, puis ensuite, le serveur va traiter la modification, la restituer, formuler la page HTML et la rendre disponible à tous. Donc, vous voyez que par rapport à la technique de Bastien, c'est effectivement plus simple. Après, c'est plus de la mimine, puisque là, on voit que mes modifications, j'interviens sur un seul fichier texte, je n'interviens pas sur 40 fichiers texte en même temps, et je n'utilise pas mon éditeur préféré pour faire les modifications. Donc ça reste une modification qui est plus, entre guillemets, de petit niveau, mais il faut savoir qu'en tant que contributeur, moi, c'est la seule que j'utilise. Je n'utilise que la modification en ligne. C'est pour ça que je suis un peu le pèlerin qui vient vous vendre cette méthode-là, c'est que je la trouve très pratique, très simple, très efficace. Maintenant, je ne vais pas prêcher au-delà de ça. Je vais revenir maintenant. Alors, ici, on va considérer qu'on ne fait aucune modification. Je reviens et je vais passer à des pages un peu plus costauds. Hop là. Si ça veut bien, ça va vouloir. Hop. Ici. Remettons-nous au calme. Bien. Nous sommes sur la page d'accueil. Il y a un endroit qui, pour tout contributeur, est intéressant. C'est la partie qui s'appelle « Contribuer ». Dans la partie contribuer, vous avez un certain nombre de pages qui sont utiles pour pouvoir travailler au quotidien sur cette, enfin au quotidien, en tout cas pour pouvoir travailler sur cette FAQ. En particulier, elle précise
tout un tas d'éléments qui sont sur la manière de rédiger nos pages avec la syntaxe dite Markdown. Ici, vous avez par exemple, pour écrire en gras, dans votre texte, vous avez le code et la restitution. Donc pour mettre en gras, il me faudra mettre des étoiles avant, des étoiles après, l'italique étoile simple avant, après, et ainsi de suite. Et toutes les combinaisons de présentation possibles dans la FAQ sont données dans cette page-là. Grosso modo, sachez qu'il en existe une variante. Après, elle pourrait être fusionnée, mais à date, c'est fait comme ça. Une autre qui vous précise comment rédiger certains éléments de code. Donc, selon vos besoins, l'une ou l'autre pourra être plus intéressante. De mon côté, je vais aller directement dans la page qui s'appelle Bac à sable et je vais aller l'éditer. C'est parti. Hop, puisqu'elle est faite pour ça, autant y aller. Page se charge. Donc, on retrouve l'interface qui se télécharge, qui se met à disposition. Voilà. Vous retrouvez ici un test juste pour voir si tout fonctionne. Donc là, je vais faire une vraie modification. C'est parti. Je vais par exemple supprimer cette ligne-là. Et puis, tiens, je vire double trimégiste. Et puis, je dis, tiens, je vais mettre entre guillemets le mot aligné. Et puis, je vais rajouter un niveau de structuration. Donc, vous voyez, les niveaux de structuration, c'est H1, H2, H3 ou chapter, section, subsection. C'est le nombre de dièses qui est équivalent à ça. Et ces structurations du document sont indiquées, en l'occurrence, dans mon éditeur, en orange ici. Donc, je vais mettre un sous-niveau. Exemple. Voici un exemple. Et là, je suis sur le bac à sable, donc je peux y aller. Et je vais mettre mon exemple en gras, comme on l'a dit, avec 2 étoiles. Je fais ma petite prévisualisation, ça ne coûte rien de tester. Et puis, on voit ici le aligné qui a été mis entre guillemets, le exemple qui est un sous-niveau de téléchargement. Et voici un exemple qui apparaît en gras. Bien. Là, je vais au bout, je vais aller commiter, comme on dit dans le métier, cette modification. Démonstration de modification. Hop. C'est envoyé. C'est parti. Vous voyez que vous avez un petit message qui vous dit « C'est bon, ça s'est bien passé, success, vos changements ont bien été envoyés. » Donc, moi, maintenant, je me dis « Bon, bah alors, et la page ici, ça va être merveilleux, ça va changer, ça va être modifié. » Eh bien non, ce n'est pas instantané. La page que j'ai envoyée va sur le serveur de l'association. Le serveur de l'association détecte cette mise à jour et du coup, va la retraiter. Ce n'est pas instantané, ça peut prendre quelques secondes comme quelques minutes, voire parfois, mais c'est souvent un signe que le serveur fatigue, quelques dizaines de minutes et qu'il peut y avoir une problématique derrière. Donc, si ici, regardez, là j'ai fait ma mise à jour, j'ai eu un changement. On voit voici un exemple qui est en gras, exemple. On voit mes cotes que j'ai mises là autour de alignées. Vous pourrez remarquer qu'elles sont désormais sous forme de chevrons. Ça fait partie d'un sucre syntaxique de la FAQ qui fait certaines modifications de présentation. Si vous écrivez le mot, et je vais le faire, le mot LaTeX, vous verrez qu'il va s'écrire comme on l'aime bien, le logo LaTeX. Hop, je reviens ici. Donc, grosso modo, j'ai eu ce que j'ai vu. J'ai eu ce que j'ai voulu. Ça s'est bien passé. Par contre, je me dis, ah, c'est pas bien. Finalement, je regrette, j'aurais pas dû faire la dernière modification là. Je veux retourner en arrière. Retourner en arrière, dans la plupart des éditeurs, on va dire, alors je ne me prononcerai pas pour les super éditeurs, on va dire, intelligents, mais pour les éditeurs de base, souvent le retour en arrière, c'est un CTRL-Z. Si je fais un CTRL-Z ici, c'est un petit peu problématique parce que ça me renvoie dans un menu qui n'est pas du tout celui que j'attendais. Du coup, pour annuler des modifications qui ont été faites, alors il y a une astuce. C'est vous allez dans File, Undo. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a le raccourci CTRL-Z qui est présent. Et si je vais chercher ça, alors vous allez me dire, mon Dieu, ce que c'est lent la manière de procéder à ça. Mais oui, mais mine de rien, ça marche. Donc, je n'irai pas au bout de la démonstration. Mais toujours est-il que vous pouvez revenir en arrière par ce biais-là. Donc, c'est toujours intéressant de savoir que ce que vous avez fait, vous avez quand même cette capacité de retour en arrière qui est importante. Donc là, on a vu notre première modification sur un exemple. On a vu un tout petit rien de syntaxe. C'est vraiment, là, on a vu comment faire un titre, comment remettre du gras, de l'italique.
On va voir d'autres types de modifications à la suite, en particulier comment insérer un code informatique autre, typiquement un code LaTeX. Ici, je vais laisser l'éditeur comme ça. On va ici, alors je ne vais pas committer mon changement, vous voyez qu'il est déjà prêt à renvoyer ma modification. Et comme tout à l'heure, je peux observer l'évolution. Donc là, on voit que j'aurais supprimé quelques caractères. Là, pour l'instant, ce n'est pas grave. Si je veux retrouver l'arborescence, je clique ici. Voilà. Grosso modo, ces icônes-là ne me servent jamais. Celle-ci, c'est la recherche. Alors la recherche, je l'utilise assez rarement également, mais pas trop de difficultés en la matière. Bien, là, j'ai modifié une page, donc j'ai modifié un contenu. Donc, ce que j'ai fait là, je pourrais le faire pour toute autre page, aucune difficulté. Ici, je supprime ça pour restituer ma seule page ici, sachant que vous pouvez, là-haut, mettre plusieurs pages différentes, et une fois que vous avez commencé à les modifier, elles restent présentes là-haut pour vous indiquer que, bah oui, vous avez fait une modif là-dessus. Donc, le jour où on commit, vous voyez, j'ai un petit 2 ici qui indique que j'ai 2 pages de modifiées, celle-ci et celle-ci. Celle-ci, par contre, n'a pas été modifiée, donc elle apparaît en italique pour indiquer qu'il n'y a pas eu de modification. Je ferme. Ici, je ferme, pas d'intérêt. De toute façon, je refermerai cette séquence-là pour ne pas aller envoyer des modifications qui ne sont pas utiles. Je vais même fermer directement ici. Je quitte la page, donc il n'y aura rien de sauvegardé. Je reviens à mon bac à sable, je refais CTRL modifier, comme ça je me remets dans une situation propre. Et je vais me poser une autre question. Comment créer une nouvelle page sur la FAQ? Pour créer une nouvelle page sur la FAQ, vous allez sur une page existante, donc vous cliquez ici, modifier, hop, et vous allez vous placer à l'endroit. Par exemple, je veux créer une page ici, une nouvelle page dans la partie contribuer. Admettons, je ne sais pas moi, hop, on va trouver une idée. Hop. Je me mets au bon endroit et vous voyez ici, vous avez un petit symbole qui va vous permettre de faire un nouveau fichier. Je pense d'ailleurs que vous pourriez le faire ici avec New File de la même manière. Je préfère généralement utiliser cette icône. Hop. Voici un nouveau fichier. Bien. Alors, question à retrancher. N'oubliez pas le point .md, qui est le format Markdown. Hop. Vous voyez que là, généralement, les noms sont 1 en français, 2, le séparateur, c'est le tiré du bas, sauf bac à sable. Bon, il fallait bien qu'il y ait des exceptions à toute règle. Je l'enregistre, j'en saisis le nom, et pour éviter qu'elle ne disparaisse subrepticement, ça va, quand on lui a mis un nom, elle reste là. Là, je vais pouvoir commencer à composer ma nouvelle page. Là, pour le coup, je vais utiliser un code de page déjà préexistante que je vais recopier. Voilà. Ici, question à retrancher. Et puis ici, liste des questions. Pose. Problème. Tac. Alors, là, c'est mon titre de page. Ici, en tout début de page, tous les utilisateurs de LaTeX savent que dans nos pages, on aime bien mettre des préambules. Et ben, en voilà un. Le préambule dans nos pages se concentre généralement sur juste une chose, c'est un ensemble de mots-clés liés à la page. Donc ici, par exemple, questions problématiques, sujets difficiles, et ainsi de suite. Autant d'éléments que vous souhaiteriez en mettre pour faire autant de mots-clés pour qu'on puisse trouver cette page après quand on fait des recherches. Voilà. Je vais donc, j'estime ici, alors, cette page est en travaux. Je vais le mettre comme ça, on verra qu'il y a des manières plus intéressantes de le faire. Et je vais committer ce changement. Hop. Excusez-moi pour la francisation du mot comité. Test de création de page. Hop. Bim, j'envoie. C'est parti, c'est envoyé. Alors, comme on est des petits malins, on va quand même aller s'aider un petit peu et de voir ce qui se passe un peu en machine derrière. Hop. Je me mets ici sur le lien vers le GitLab de l'association et je vais aller chercher la FAQ ici. Hop. Donc, normalement, quand vous aurez les accès, vous pourrez accéder à cette zone-là.
De mémoire, je vais ici dans Code, et dans Code, il y a une partie qui s'appelle Validation. Cette partie validation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle m'indique l'ensemble des modifications qui ont été passées à la FAQ. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Mais mieux que ça, donc là, c'est l'ensemble des commits, en fait. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé de démonstration, ou tout à l'heure, compilation en local, ce qui était le message qu'avait mis Bastien, vous le retrouvez ici. Mais plus intéressant encore, vous voyez ici, vous avez une petite icône dont la couleur vous indique si le commit est effectif pour l'ensemble du reste du monde ou s'il est en cours de travaux. En l'occurrence, mon test de création de page, qui a été rédigé à l'instant, au moment où la page était chargée en tout cas, il est en cours de traitement, et tant que cette icône bleue est présente, je vais rafraîchir la page, ma page ici ne sera pas présente là. Hop, c'est ici que ça se passe. Donc c'est là où, quand vous faites une modification, donc pour l'instant c'est en bleu, je ne verrai rien, donc c'est pas la peine que j'aille me dire « Ah ça y est, je mets à jour ici, qu'est-ce qui se passe ici ?» Il ne se passera rien ici, tant que ce ne sera pas validé ici. Yannick, Oui. j'interviens. On peut cliquer sur cette icône pour avoir plus de détails du processus. C'est parti, je viens de cliquer dessus. Et il faut recliquer à nouveau sur... En cours. Là, je te laisse en tant qu'expert. Si tu recliques encore, ça doit... là, ici. Voilà. Là, on voit le détail de la compilation comme quand on lance une compilation dans un terminal avec la tech, quoi, en quelque sorte. Donc là, il semblerait que ce soit en cours, si je comprends bien. Voilà. Et apparemment, ce qui prend un petit peu de temps, c'est justement la logoisation des logos. Voilà, c'est terminé là, c'est bon. Et voilà, c'est fini. Si je reviens donc sur, code, hop, et ici, validation. C'est magique, c'est en vert ici. Je vais sur le bac à sable, je fais une mise à jour, et mon Dieu, il ne se passe rien. Alors, m'aurait-on menti? Que se serait-il passé? Bien, il faut savoir que le menu ici a une particularité, c'est qu'il n'affiche que les pages qui sont connues. Et une page connue, c'est une page auquel il est fait référence par d'autres pages. En l'occurrence, ma page ici, question à retrancher, elle n'est connue que de la page question à retrancher, donc elle n'est pas affichée dans les menus. Pour l'afficher dans les menus, je vais la référencer dans une autre page. Donc pour ça, et c'est souvent comme ça qu'on crée des liens, vous sélectionnez la page qui vous intéresse donc dans l'arborescence et vous la faites tout simplement glisser en appuyant sur Shift de votre clavier, vous relâchez et il vous propose... Yannick, Alors, excuse-moi, mais elle apparaît la page. Hein? Elle apparaît la page. Elle apparaît? Alors j'ai mal vu, j'ai pas été assez... Liste des questions qui posent problème. Alors moi je la vois pas ici. Moi, je viens de rafraîchir la page sur ma... Alors après, ça peut être les bonnes blagues. C'est bien, ce que j'aime bien, c'est toujours l'effet Bonaldi du direct. Ah voilà, bah oui, elle apparaît là. Donc, j'ai été méchant, j'ai été indigne de la FAQ en disant qu'elle ne fonctionnait pas forcément bien en la matière, mais sachez que, de toute manière, mon but était de vous montrer comment faire un lien. Donc, j'arrive à mes fins. Donc ici, quand j'ai fait glisser en appuyant, donc, si vous faites glisser et vous relâchez, là, c'est la page qui va s'ouvrir, ce qui n'est pas forcément ce que vous cherchez. Si par contre, vous faites glisser Shift, ici, donc c'est le lien qui va être mis. Avec le lien, le titre, par défaut, il met Title, puisque cette page n'a pas vraiment de titre. Mais si vous mettez un titre à vide, comme vous voyez d'ailleurs que c'est le cas pour tous les autres ici, ce sera le titre, le premier titre qui apparaît sur votre page. Donc ici, moi, dans Questions à retrancher, ce sera ce titre-là qui sera gardé par défaut dans mes liens. Hop, je reviens sur la bonne page. Et du coup, ici, j'ai l'assurance, comme ça, moi je suis tranquille, j'ai l'assurance que sur n'importe quelle page, je suis sûr d'avoir cette page qui est bien référencée par les autres. Comme ça, au moins, si elle est citée par une autre, on est tranquille. Donc en général, on les cite dans les pages de menu pour être tout à fait au clair. Donc,
ici, d'ailleurs, on peut aller la voir puisqu'elle existe. Voilà, liste des questions qui posent problème. Cette page est en travaux. Tout va bien, tout se passe bien. Je vous rassure, j'irai faire du nettoyage après sur les petites créations que je fais là, parce qu'au bout d'un moment, je vais finir par faire plein de bêtises dans la FAQ. Bien, là, on a vu comment faire un lien. Allons voir un petit peu plus loin. Là, je prends une page réelle, cas réel. Je vais m'amuser donc là à faire des modifs comme j'en fais de temps en temps. Hop, contrôle-clic, c'est parti. Alors, cette page, c'est une page dans l'ancien monde, ça. Enfin, dans l'ancien monde, très ancien monde, parce que dans la FAQ, et c'est la FAQ qui était en PDF, il y avait souvent une question et des points. Première réponse, deuxième réponse, troisième réponse. Le format a un petit peu changé. On a essayé justement d'utiliser avec l'extension. Alors ici, je vais recopier. Ça, c'est un lien qui renvoie vers le site du CETAN en cherchant le mot-clé Babel. Donc, il va nous renvoyer vers le paquet Babel. Je retire le petit tiret, je mets l'extension parce que je préfère dire extension plutôt que package, comme ça francise à mort la FAQ. Et du coup, il faut faire attention parce que le mot extension est féminin à la différence du mot package, considéré comme masculin. Je vais rajouter un autre titre ici pour parler, on parle de eFrench juste après. Alors, je ne sais plus si eFrench est la référence ou pas, et je ne rentrerai pas dans ce débat de modernité ou pas du paquet eFrench ou de sa cohérence. Je laisse ça aux experts. Moi, je fais juste une modification sans parti pris aucun, là, pour le coup. Et hop. Donc, vous voyez, je rajoute des titres intermédiaires. Et puis ici, généralement, ça, c'est une solution qu'on va faire à la mimine. Donc, c'est avec les commandes, ce que j'appelle une solution les commandes de base. Et généralement avec les commandes de base. Hop. Je mets un peu de place, ça coûte rien. Hop. Voilà. Ce qu'on peut constater d'autre sur cette page, c'est que ici, on a un exemple, mais pas un exemple actif. L'exemple, il est passif. Quand on regarde le code de la FAQ, vous voyez, l'exemple d'un code est toujours illustré par ces trois cotes qui marquent le début et la fin de l'exemple. Grosso modo, alors là, il ne faut pas confondre ces trois petits points ici. Là, par contre, vous avez la cote de fin. Donc, l'exemple, il est sur toute cette partie. Petite particularité ici de notre exemple, c'est qu'il est typé en noEdit. Alors ici, vous pourrez avoir plein de choses différentes. On va avoir un ou deux autres exemples à la suite. Mais là, c'est tout simplement pour dire à la FAQ, ce qui suit, grosso modo, est un exemple de code qui ne doit pas être compilé, qui doit être juste affiché. Le problème de ce code-là, enfin, c'est pas un problème, c'est plutôt une qualité, c'est que j'ai l'impression que ce code, il est complet, il est tout propre, il est tout beau. Alors, je vais vous montrer comment je fais, moi, pour vérifier qu'un code, il est tout propre, il est tout beau. Je vais sur une autre page de la FAQ, sur lequel, comme vous le dit Denis dans la lettre, grosso modo, ce code, vous pouvez le compiler et l'afficher. Moi, je vais le remplacer directement par le code de mon exemple et je vais compiler. Comme ça, j'ai mon compilateur LaTeX qui est à portée de main, c'est la FAQ en elle-même. Et vous voyez qu'ici, mon exemple, écoutez, il marche du premier coup. Donc, pourquoi est-ce que je ne rendrai pas actif cet exemple-là? Je vire le noEdit. Grosso modo, je vais peut-être virer les petits points qui ne servent à rien. Hop. Je vais le simplifier un petit peu du coup. Les paquets, j'aime bien, ou les extensions, j'aime bien les mettre en décalé, comme ça permet de bien les repérer. Et souvent, ce qui est sympa, c'est de déclarer ce type d'option de Babel directement dans la déclaration de classe. Hop. Je vais vérifier quand même que mon exemple il est toujours fonctionnel, parce que comme je l'ai modifié, je pourrais avoir intégré des anomalies dedans. C'est parti. Juste, je me permets d'intervenir, Yannick. Juste, il faut éviter Franquet, il vaut mieux mettre French. Ok, c'est parti. Ah, effectivement, je mets French, effectivement. Là, j'ai juste modifié l'exemple sans trop réfléchir. Oui, bon, oui. On va y aller. Hop. Effectivement, French. Et du coup, je reprends la totalité. Je remets ici, toujours pour vérifier que ça compile. Parce que mine de rien, il n'y a rien de pire qu'un exemple qui ne compile pas. Et vous voyez, ça fonctionne. Donc, je sais que mon code, quand je vais le transmettre, le comité, comme j'ai dit tout à l'heure, je sais qu'il va fonctionner tout seul. Le deuxième ici, code, alors lui, je vais aussi le rendre actif. Mais alors là, ça va être expérimental. Denis l'explique dans la lettre, c'est que certains codes
ben, vous pouvez mettre le code entre guillemets le trognon de ce code, et la FAQ va compléter avec les différents paquets et commandes nécessaires à ce code-là. Donc là, je vais le faire comme ça, sachant que je n'aime pas laisser ça à la FAQ, je préfère composer l'intégralité, mais là, c'est pour l'exemple. Je me dis, on va laisser la FAQ faire et on va voir ce qu'elle restitue. Donc là, j'ai fait mes modifications. Alors, dernière chose que je vais faire, ici, je vais mettre des mots-clés. La tech, composition, si vous regardez bien, je vais suivre en fait juste les premiers mots-clés. C'est des mots-clés qui sont ceux de la hiérarchie de la page. Et puis ici, résumé, abstract, voilà. Et je pense que on est déjà pas mal. Je prépare mon message. Donc là, je vais mettre correction d'une page. Alors là, c'est la manière dont moi je mets mes messages, mais chacun a sa façon d'écrire ses messages. Tac, c'est parti. Et on commit. Voilà, ça envoie. Et puis, grosso modo, moi, je vais directement souvent ici pour vérifier ce qu'il en est. Je fais une petite actualisation. S'il veut bien. Ah, je dois me retrouver. Ah oui. Je vais juste faire une petite manip parce que je suis pas sur la bonne date. Donc en même temps, ça me permet de vous le remontrer une deuxième fois. La répétition est toujours à la base d'une bonne pédagogie. Je vais dans code et dans validation. Voilà. Ah bah écoutez, le temps que je fasse la manip, vous voyez, le temps est variable selon les modifications, selon le temps. Donc ici, je peux aller directement consulter ma page et on va admirer le résultat. Hop, je fais la mise à jour et voyez, avec l'extension Babel, donc j'ai mon petit menu là qui du coup se fait bien, on voit le code, on voit la restitution. Avec l'extension ifranch, ben là j'avais laissé le texte tel qu'il était. Et enfin, avec les commandes de base, et c'est là que vous voyez ce que décrit Denis donc dans la lettre, c'est que ici, ça c'est mon code d'origine, et tout ce code-là a été intégré automatiquement par la FAQ. Comme je vous l'ai dit, moi, dans le cadre de la modification, je vais reprendre ce code, je vais virer les éléments qui ne me semblent pas pertinents pour laisser qu'un code qui soit un peu un code trognon, le plus concis possible, pour avoir ma restitution. Mais déjà, ici, vous voyez, on est passé d'une page qui était un code seul sans explicitation du résultat, un code avec des éléments numérotés, un peu plus propre, donc une table des matières, voilà. Et grosso modo, c'est ici, alors après on pourrait voir, il y a des petits soucis de ponctuation et autres, donc une page n'est jamais finie d'être modifiée, hein, vous le savez tous, hein, on aime bien la perfection, donc il y a toujours de quoi faire. Ici, alors, ça, ici on a un exemple de lien raté. Typiquement, quand ça apparaît comme ça, c'est que souvent, c'est des pages qui ont été bougées, modifiées, les liens ne se suivent pas les uns les autres. Donc là, je vois que j'ai une page qui est problématique. Je vais faire la modification. Donc ce qui est bien, c'est qu'en même temps, je travaille pour la FAQ en faisant la démo. Je crois que j'ai jamais été aussi efficace de toute ma vie. Donc du coup, ici, le lien qui est problématique, c'est celui-ci. Donc il renvoie vers 3 compositions texte list. Si je vais regarder composition texte list, ça se passe là-dedans. Effectivement, on peut voir qu'il n'y a plus de pages modifiées. J'ai modifié les environnements, j'ai modifié le style des listes numérotées. La page qui correspond, c'est celle-ci. Bon, c'est une modification que j'ai faite il y a un petit moment, mais je me souviens. Et du coup, vous voyez, je glisse le lien, je fais CTRL, je relâche, je retire les chevrons et je retire le titre que propose Title par défaut. Vous voyez, je retire les petits chevrons ici, je supprime. Hop. Et je fais quelque chose qui plaît beaucoup à Denis et à toutes les personnes qui regardent un peu le suivi des modifications. Si je reviens ici, ça c'est la modification que j'ai faite juste avant. Vous voyez, je retrouve le différentiel entre les deux. Vous pouvez l'avoir en ligne. Voilà, avec la ligne avant, la ligne après, avec le petit moins, le petit plus. Donc tous ceux qui connaissent Git sauront retrouver ce type d'interface, mais c'est assez simple. Je vais le remettre en côte à côte. Et ici, vous voyez que la longueur des lignes, souvent, c'est pas très très long.
Alors, quand il y a des retours à la ligne, bon, bah, ça met quelques petites choses, mais souvent, dans nos éditeurs, on aime bien ne pas faire des lignes trop longues. Et ici, vous voyez, le texte de la FAQ, et j'en suis souvent, enfin, de temps en temps responsable, moi, une ligne commence, elle ne s'arrête jamais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est comme sous la tech, un retour à la ligne, c'est l'équivalent d'un espace. Et du coup, vous pouvez, comme ça, vous amuser à nettoyer un petit peu et faire des lignes plus courtes, sachant que, évidemment, là, je le fais avec un éditeur qui n'est absolument pas pensé pour ce genre de choses. Il n'y a pas de commande magique comme par exemple sous Emacs qui vous permettrait d'avoir un alignement, en tout cas une longueur de ligne qui soit bien cadrée. Ce que je fais souvent, c'est que j'essaie moi de cadrer à la mimine comme ça, une fois que j'ai modifié la page, en essayant de segmenter dans des phrases qui soient à peu près cohérentes. Mais du coup, ça permet d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus lisible et utile pour les autres personnes qui collaborent à la FAQ. Donc, par exemple, ici, la phrase est un peu longue, je vais le couper avant le verbe, malheureusement, et puis ici, avant le « et clac ». Voilà, je continue. Ici, j'ai une virgule, c'est parfait. Hop. Ici, je vire systématiquement les chevrons. Je préfère laisser ce format-là, sachant que la FAQ le corrige derrière impeccablement. Hop. Voilà, ici j'ai une virgule, je retire. Ici, la question, hop, on va la remettre à la ligne. Elle mérite toutes vos attentions. Top. Voici. Alors, dernière chose que je vais faire, comme je l'avais fait précédemment, ici, les extensions, je retire. Je remplace et enumitem, bah là je vais devoir créer moi-même la petite balise, mais normalement, ah si, il est ici, je ne l'avais pas vu. Hop. Le lien vers le cétane, comme ça au moins, dès le titre, on a le lien vers le cétane, c'est beaucoup plus agréable. Je vais laisser ici les no-edit, parce que là on est vraiment sur des codes très courts et le code ne suffit pas à démontrer. Donc là, à la limite, il faudrait revoir en fait ces exemples-là. Alors là, je vais vous montrer une petite chose. Hop, les admonitions, comme disait... là, c'est un petit fichier de texte qui me suit quand je fais mes modifications de FAQ. Ça me permet d'avoir certaines petites choses pratiques. Par exemple, ici, l'admonition à faire, tout doux, avec les commandes de base, ici, derrière. Donc ça va me créer, on va le voir, hein, une petite zone où il va y avoir marqué à faire, et puis après, le texte que je mets ici. Donc là, je vais laisser ajouter un exemple, c'est très bien, c'est parfait, c'est ce qui me va bien. Ici, je regarde, tant qu'on y est, composition. Vous voyez, ça devient assez mécanique au bout d'un moment. Texte, renvoi, étiquette, numérotation, liste. Alors, je mets un espace, ça, c'est la pure démence de ma part, n'y voyez aucun mal. Hop. Et puis, voilà. Donc là, la page sera plus agréable à lire pour nos collègues. Elle va indiquer qu'il y a des choses à modifier. J'ai corrigé des liens et j'ai changé ici. Hop. On va faire l'observation des différences. Vous voyez, dans les différences, là, c'est toute la découpe en phrases, mon to do, ma découpe de phrases, mes modifications des titres, et enfin, le changement du lien. Hop. Et bien ici, correction d'une page, et donc là, on est dans composition, texte, renvoi. C'est parti, on commit. C'est envoyé. Ici, je ferme la petite page qui montrait les modifications. Je me remets ici, je fais la mise. Alors, je reviens en arrière. Hop. Je fais mon actualisation. On voit donc ma modification de composition texte renvoi. Donc là, elle est en cours. Je ne vais pas vous faire passer le temps trop longtemps. Au pire, on reviendra dessus tout à l'heure pour voir un petit peu ce qu'elle est devenue. Et ici, ça c'est l'exemple typique. Là, je l'avais pris, mais je pense que l'illustration ne sera peut-être même pas... Allez, si je vais la faire, mais ce sera vite fait. Ici, on a un exemple de page dysfonctionnelle. Vous avez un code LaTeX ici, donc qui n'est pas compris de la machine. Tout simplement parce que ce code, il n'a pas été pensé pour avoir les bonnes commandes. En fait, cette page-là, c'était à l'époque dans la FAQ, on faisait des exemples qui étaient parfois compliqués. Donc ici, c'est un exemple de débordement de boîte, de ligne.
Et en fait, les illustrations n'étaient pas facilement faisables avec l'ancienne FAQ. Sauf qu'avec la nouvelle, on a des exemples qui peuvent donner des pages complètes et donc afficher ce type d'anomalie. Ici, ce code singeait le fonctionnement de l'anomalie. Et en fait, du coup, ce code, il n'est plus en fait nécessaire à la page. Donc là, je vais vous faire la modification la plus simple, la plus directement accessible à beaucoup de monde. C'est tout simplement de virer ce code qui est en trop. Alors, j'ai peut-être été un peu vite parce qu'il y avait un petit commentaire. Donc, hop, vous voyez, c'est là que le undo peut servir. Je regarde. Je reviens sur la page. Ah, quoique non, ça se trouve, c'est... Quoique, ah non, je vois ce qui se passe. C'est ici, en fait, c'est ce qu'on voudrait voir affiché. C'est-à-dire que là, c'est le no... Denis, c'est quoi déjà? Alors, là, tu peux mettre plutôt la balise texte, enfin, après les double quotes, je crois que tu mets texte, j'ai un peu oublié, je veux dire, pour que ça s'affiche sans que ce soit considéré comme un code LaTeX. Simplement, en fait, c'est ce qu'on voit apparaître dans le log, hein, si je Oui, me c'est trompe ça, c'est pas. la log, ça, c'est la log directement. Voilà. Et donc, il faut que ce soit affiché comme du texte, tout simplement. Donc, tu mets texte TEXT. Je pense que c'est ça qui Ok. suffit. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est un autre exemple encore là de code. Alors, souvent, normalement, derrière, ici, vous pouvez mettre le nom du langage et il est censé reconnaître, faire la reconnaissance syntaxique du langage. Mais nous, comme c'est consacré KTEX, bon, bah, ça limite un petit peu. Donc là, bah, je vais faire mon commit. Hein, hop. Correction d'une page. Vous voyez, je suis terriblement scolaire et répétitif dans mon approche. Erreur. Oui, c'est ça, c'est bien texte qu'il faut mettre. Parfait. Donc, si j'avais eu le moindre doute, je serais allé justement sur les pages d'aide qui me donnent les différentes admonitions et différentes possibilités de la FAQ. Je lance ici. Du coup, voyons voir si pendant ce temps-là, le reste a cuit. Oui, la page des renvois, elle est corrigée. Donc, c'était celle-ci. J'actualise. Hop, vous voyez, le lien est corrigé. Enumitem, font syllabe. Et la fameuse admonition à faire. Ajouter un exemple. Donc voilà, je vous ai édité 2-3 pages. On voit ici d'ailleurs, là j'avais fait la petite correction, j'avais coupé le texte en différents morceaux. On voit que les paragraphes sont respectés, que les chevrons ici sont bien remplacés, les doubles codes que j'avais indiqués. Voilà. Donc on se retrouve vraiment dans un fonctionnement. Et vous voyez, c'est simple. C'est en fait la particularité de l'édition sous ce mode-là, comparée à la logique de Git, c'est que certes, je ne suis pas sur mon éditeur favori, mais vous voyez, les modifications peuvent se faire assez rapidement. Donc pour quelqu'un qui observe une anomalie, qui veut corriger ponctuellement une page, qui n'a pas besoin de faire un gros travail d'édition, c'est pour moi un mode de fonctionnement très pratique, mais moi je le pousse à faire des éditions complètes de pages, des créations de pages. Ce n'est pas forcément une recommandation intéressante. Il y a peut-être la méthode qui vous a été présentée par Bastien, qui a peut-être un coût d'entrée plus important, mais qui est beaucoup plus efficace par la suite. Donc, voilà, on va vérifier du coup si ma deuxième page est cuite. Oui, c'est bon. Hop. Voilà. Ah! Alors pour le coup, on l'a perdu. Donc là, moi, je vais encore avoir un petit peu de boulot. Je vais essayer de trouver quelque chose. Il y a une manière de faire. Qu'est-ce qu'on a perdu exactement? On a perdu le fameux petit code qu'on a encadré avec texte. Oui, il ne faut pas le mettre entre accolades. Texte. Comme ça? Oui, voilà. Ok. C'est seulement no edit qu'il faut mettre entre paires d'accolades. Ah oui, c'est ça, c'est le no edit auquel je pensais. Correction d'une coquille, hop. Donc ça, c'est un des trucs que je fais le plus fréquemment, puisque comme vous avez vu, j'ai tendance à tester directement en live sur la FAQ. Donc c'est pas forcément la meilleure manière de faire, mais mine de rien, les commits sont faits pour ça. Ça permet d'expliciter un petit peu votre démarche. Donc là, je corrige une coquille. On va pouvoir voir assez rapidement, enfin je l'espère, ce que ça peut donner. Hop, donc là, c'est en cours. Pendant que c'est en cours, là, si je comprends bien, pour défaire,
faut aller cliquer sur le défaire, le raccourci clavier ne fonctionne pas. Oui, tout à fait. Alors, attention, c'est peut-être propre à Firefox ou à mon environnement de travail qui fait ça, parce que fut un temps, D'accord. ça fonctionnait très bien. Donc, c'est quelque chose qui est à tester sur votre poste. Je pense que c'est là, il n'y a pas de meilleure manière que de tester ça. Je sais que moi, parfois, le CTRL Z, il fonctionnait tout seul. Et un jour, il n'a pas marché. Donc, il y a peut-être eu un réglage de mon interface chez moi qui a conduit à ça. Mais c'est pour vous donner tout de suite la solution au cas où. Si jamais, par exemple, il m'est déjà arrivé de supprimer un bloc de texte et de me dire: «Oh mon Dieu, je veux pas, je vais le retrouver». Alors je peux repartir sur la page d'origine, recopier le texte, ou alors je dis: «Je ferme la page où j'ai édité, comme ça, toutes les modifications sont perdues et je dois reprendre toutes mes modifications». Bah, sachez qu'il existe quand même cette option du CTRL Z, entre guillemets, qui est proposée par l'interface. Alors là, cette page, ah non, c'est bon, elle résistait, mais elle ne résiste plus. Hop, utilisation. Et voilà, on a bien ici notre log qui apparaît vaillamment comme il faut, comme attendu. Je précise que CTRL Z fonctionne sur mon environnement, dans mon Tu environnement. vois, donc c'est clairement, c'est là où je me dis que c'est propre, donc méfiez-vous. Moi, ça veut pas, donc mais bon, généralement, j'en ai pas trop besoin, sauf vraiment catastrophe, et auquel cas, bon, ça me fait cliquer une fois sur ce bouton-là, c'est pas bien grave. Je passerai sur un point d'édition, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui est présenté sur le site de la FAQ. Sur le site de la FAQ, sur ces pages-là, où moi j'ai construit ma propre petite page, bizarre, qui avait rien à voir avec la choucroute. Donc typiquement, vous voyez liste des questions qui est là, mais qui du coup n'est pas là. C'est que, il y a différentes possibilités de contribution qui existent. Alors, la première, je vais vous le montrer sur une page qui est symptomatique, mais en plus qui est pensée pour ça. C'est, alors je vais chercher, souvent c'est plus simple, obsolète. Quelles sont les extensions qui sont considérées comme obsolètes? Bah, grosso modo, ce qui est bien avec la page qui parle des extensions obsolètes, c'est qu'elle a des liens qui eux-mêmes sont obsolètes. Il y a un traitement qui a d'ailleurs été développé par Bastien qui permet de repérer tous les liens morts présents dans la FAQ. Et ces liens morts sont indiqués avec cette petite annotation. Donc typiquement, si je cliquais sur CatMac sur le lien vers le CETAN, j'arriverai à une page où le CETAN va me dire: bah non, CatMac, ça n'existe pas. Accessoirement, pour les petits malins, CatMac, il existe bien. Mais simplement, il faut le chercher avec les noms de fichiers également. Il a plus sa page dédiée, mais il existe bien. Donc quelque part, le lien qui est présent ici n'est pas bon, donc serait à corriger. Donc ça, ce type d'anomalie, c'est une des premières anomalies qui se rencontrent sur la FAQ. Vous voyez, il y en a d'autres, hein. Par exemple, ici, Naddin, alors qui serait normalement plutôt un paquet récent, puisque là, on vous donne les paquets obsolescents ou dépassés, et là, ceux qui sont recommandés à la place. Donc, si celui qui est recommandé a disparu, il y a un vrai problème derrière. Donc, ça, c'est le premier type d'anomalie qu'on rencontre sur la FAQ. L'autre type d'anomalie qu'on rencontre sur la FAQ, c'est la présence de pages en anglais. Pourquoi? Bah parce que, alors, c'est pas la bonne page d'ailleurs, c'est quelle page traduire de mémoire, voilà. Dans quelle page traduire, il y a un petit script qui vient récupérer toutes les pages qui sont censées être pour lui, d'après le script, en anglais. Alors parfois, il y a des pages, par exemple, comment mettre en page un programme de concert. C'est une page qui est bien en français. Donc le script n'est pas tout à fait pertinent, mais au moins permet d'essayer de repérer, par exemple, celle-ci, celle-là, elle va être bien être en anglais. Voilà. Celle-là, il y a un petit travail à mener. Donc, grosso modo, pourquoi ces pages sont présentes? C'est qu'il y a quelques années, d'ailleurs, Denis, une nouvelle fois, le décrit dans l'historique de la FAQ, donc c'est Jérémy Juste, avait récupéré les pages de la FAQ anglo-saxonne et les avait intégrées aux pages de la FAQ française. Donc du coup, ça a fait tout un tas de pages qui parfois même doublonnaient les pages françaises qui ont été apportées à la FAQ. Et donc un des travaux qu'il y a sur cette FAQ, c'est, alors vous voyez, il y a d'ailleurs des pages qui disparaissent, ça c'est le lien des liens manquants, c'est que ces pages ont été supprimées, donc il faudrait refaire tourner le script ici pour qu'il fasse disparaître ces valeurs-là. Mais ça a été traduit, ça a été traduit ou modifié. Et donc, du coup, il faut continuer à aller dans ce sens-là pour améliorer la qualité de la FAQ. Sachant que, dans la partie toujours contribuer, vous avez un glossaire, ou en tout cas
un lexique qui a été mis à disposition pour savoir quelles sont les traductions, sachant que ce document avait été de mémoire basé sur le lexique qui a servi à la traduction du LaTeX Companion. Et donc, ça reprend l'intégralité de ces termes-là. Donc, ça peut éventuellement vous aider pour les traductions de pages. Autre modification qui peut être intéressante pour la FAQ, alors là, je vais y aller au petit bonheur la chance, je ne suis pas sûr d'en trouver facilement. Hop. Ah, par exemple, ceci. La distinction ne se fait pas facilement, mais entre ce menu-là et ce menu-là, il y a une petite différence. Vous pourrez noter ici que vous avez des dossiers. Ici, vous avez des points d'interrogation. Si je vais sur texte ici, on n'a plus de dossier, on n'a plus de points d'interrogation, on a des points simples. En fait, cette page-là, si je vous en montre le code, cette page, elle a été complètement rédigée. Là, c'est bien un humain qui est intervenu pour faire toute la rédaction et de ce qu'il veut voir affiché et les noms des pages, jusqu'au nom des pages, même s'il veut. Ici, par exemple, le nom des questions, c'est le nom des questions, on pourrait le supprimer. Je ne vais pas le faire là. Mais par contre, ces pages, en général, de menus peuvent être gérées automatiquement. Et dans les trucs qu'on a vus, alors, je ne vais pas les retrouver du coup, c'est ça qui va être phénoménal. Si, ça, cette page-là, je vais vous en montrer le code. Cette page-là, elle est générée par un script automatique. Et du coup, ce script automatique, il récupère toutes les pages qui sont présentes, mais il ne les explique pas, il ne les détaille pas. Et du coup, ce qu'on essaie de faire avec la FAQ, c'est de, si possible, donner matière à dire attention, ça peut être intéressant, voici les pages ordonnées, si vous vous intéressez à tel thème, il y a ce genre de choses, plutôt qu'un sommaire un peu brut. Donc on essaie de passer de ces sommaires, alors qui sont très pratiques, hein. Nonobstant, tant que c'est pas modifié, c'est bien d'avoir ça parce que on sait que ça cite l'ensemble des pages associées, mais par contre on essaie de passer de plus en plus à des pages de sommaire qui peuvent guider le lecteur au sein des différentes questions qui se posent, voire les organiser par thématique. Si par exemple je vais dans la partie page, par exemple, ici, vous voyez, page, cette section détaille le sujet des pages, leur composition. 3 sujets donc, ont des dossiers dédiés, en tête, note de bas de page, numérotation, et puis après, hop, on les a organisés par grand sujet. D'ailleurs, là, à l'avenir, je pense qu'on va créer des dossiers ici pour réintégrer l'ensemble de ces éléments-là, pour éviter d'avoir une liste de pages comme ça à l'après-vert. Vous voyez, ça fait beaucoup de questions qui tracent beaucoup de thèmes différents, donc on essaie plutôt de les regrouper comme ça par sujet un peu plus cohérent entre eux. Mais même, vous voyez, les notes de bas de page, ça crée un nombre de conséquent de questions. Si vous cherchez votre question ici, vous aurez du mal. Par contre, si vous la cherchez là, ce sera peut-être un peu plus facile. Donc, on essaie d'aider le lecteur. Donc, c'est un des objets de modification, c'est mieux aiguiller le lecteur au sein de ces menus-là. Sur des pages mal présentées, il y en a. Par exemple, quand on a vu tout à l'heure la page, alors c'était, je crois, même pas. C'était celle-ci, sauf erreur, ou non, c'était pas celle-ci. C'était pas celle-là. C'était pas celle-là. Tant pis, je l'ai peut-être perdue au passage. À force de voir trop de choses, j'ai vu les yeux plus gros que le ventre. Mais une de celles que j'ai modifiées, on a vu que j'avais recréé une structure comme ça, plutôt que des points qui répondent chaque possibilité, pour essayer d'ordonner un petit peu les éléments. Donc il y a un peu aussi on va dire, de mise en page, d'organisation du contenu, et d'organisation du contenu d'ailleurs parfois même alors un petit peu à ce qu'on connaît dans Stack Exchange, excusez-moi, Tech Stack Exchange, qui est de dire, généralement, les bonnes réponses, on préfère les mettre plus hautes que les réponses historiques ou les vieilles réponses. Donc, il y a aussi une logique un petit peu d'essayer d'organiser le contenu pour que ce soit ou pédagogique ou de donner une réponse qui soit la plus pertinente par rapport à l'usage, on va dire, moderne de la tech. Et d'ailleurs, on en vient justement dans ces sujets-là à tout ce qui est obsolète. Il y a beaucoup de contenu de la FAQ qui évoque des sujets. Alors, je vais essayer un truc, par exemple, alors, change page, sauf erreur. Alors, ici, l'extension
Change Page est l'extension qui est la plus récente entre celle-ci et celle-ci. Par contre, la FAQ, jusqu'à il y a quelques semaines, évoquait l'extension Change Page comme étant la référence. Donc du coup, celle-là, on sait qu'elle est obsolète. Je crois que même l'auteur, sauf erreur de ma part, doit dire que voilà, ça fournit nanana, il est considéré comme obsolète et ne devrait plus être utilisé pour de nouveaux documents. Donc, vous voyez, même l'auteur le dit. Donc, du coup, on essaie de répercuter ce genre de message sur l'obsolescence des paquets dans la FAQ. Par contre, la FAQ, elle a ce petit côté, c'est un peu un historique de la tech et de sa vie. Donc, il est intéressant de garder ce genre de choses. Pas forcément de le supprimer, mais au moins de dire au lecteur avertissement. Donc là, avertissement, si je vais là-dessus, tac, pour l'admonestation, je vais y arriver. Hop, c'est warning. Vous voyez, le petit contenu ici, warning, se retrouve dans cette case-là. Et pour indiquer que c'est informatif, pardon. Donc c'est obsolète, c'est informatique. Donc ce qui suit, c'est indiqué, mais ce n'est plus l'état de l'art. Et du coup, c'est une des grosses difficultés de la FAQ, c'est qu'elle a beaucoup de contenu, dont beaucoup de contenu qui avait un sens, par exemple dans les années 90 ou au début des années 2000, et qui n'en a plus aujourd'hui. Et plus largement, on peut dire que la FAQ, elle vieillit un petit peu, parce que c'est une question de nombre de personnes qui collaborent à la FAQ, mais elle vieillit pas parce que le monde de la tech continue d'avancer et elle, son contenu, on essaie de le mettre à jour, on essaie en tout cas de remettre les choses à plat, de repositionner, mais on oublie par exemple des sujets comme TICZ, comme Biblatech, comme tout ce qu'on peut obtenir avec Zelatech ou Lualatech. Donc la FAQ est assez pauvre sur cette partie-là parce qu'on a surtout entretenu le contenu existant. Mais il y a du contenu nouveau à créer. Et là, dans le contenu nouveau à créer, vous avez deux personnes qui ont récemment ajouté des choses en la matière. C'est Wissam Sabra et Bernard Perega, qui ont contribué sur un paquet qui a d'ailleurs été présenté dans un échange antérieur, dans une des présentations qui vous a été faite. C'est sur Tabulare. Donc si je cherche Tabulare, hop, voilà, comment présenter un tableau d'avancement. Voilà, il existe nombreux, mais une des plus simples est d'utiliser. Alors le package, je ne suis pas encore passé par là et je ne vais pas faire mon l'intifada du mot package, je vous rassure tout de suite. Mais bon, il y a des choses que j'aime bien faire. Et du coup, vous voyez, c'est un paquet moderne qui est décrit dans la FAQ. Et d'ailleurs, on voit que l'exemple est poussé. On sait que Tabulare est quelque chose qui vraiment modifie et améliore grandement l'utilisation des tableaux sous la tech. Vous voyez, quand certaines personnes commencent à s'y intéresser, on commence à avoir des pages qui traitent du sujet. Alors là, un tableau d'avancement, on est sur de la chimie, mais on pourrait se dire, est-ce qu'on évoque ce sujet-là dans les flottants de mémoire? Je crois que les flottants, c'est là où sont évoquées les tables. Vous voyez que les tables sont perdues, les tableaux ici, voilà. Est-ce que Tabulare est évoqué là-dedans? Pour l'instant, vous voyez, si. Comment construire un tableau avec le package Tabulare? Donc ça, ce sont des pages très récentes, donc de contributions originales et nouvelles. Et ça fait plaisir de voir ce genre de choses apparaître sur la FAQ, mais je vous dis, si vous aimez TICZ et que vous vous dites, tiens, il y a des choses à ajouter, il y a énormément de choses à faire sur TICZ, il y a énormément de choses à faire sur les interactions de LaTeX, typiquement encore un autre exposé récent entre LaTeX et R, il y a beaucoup de choses à pouvoir dire là-dedans. La contribution à la FAQ peut être vraiment monstrueusement intéressante et revivifiante de la FAQ. Parce que mine de rien, la FAQ, elle a son âge, mais si on s'y met, on peut vraiment arriver à obtenir quelque chose de conséquent et de très, très utile pour tous. Je vais finir ici à peu près mon propos, sachant que certains des points que j'ai évoqués là, Denis les réévoque également dans l'article, à savoir les manques, alors ce qu'il appelle les déficiences de la FAQ, sachant que ce n'est pas à charge. Vous voyez que si on s'y met, on peut arriver à faire des choses beaucoup plus structurées, beaucoup plus intéressantes. Et du coup, il ne tient qu'à vous de participer à ça. Et je pense qu'entre la méthode que vous a présentée Bastien et la méthode que je vous présente ici avec une simple édition en ligne, il y a moyen de pouvoir avoir une force de frappe conséquente si on s'y met à plusieurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Ah, Yannick, j'aurais une petite question. Oui. Quand tu as parlé de l'extension obsolète, c'était Change Page. Ouais. L'avertissement était au milieu de l'article, mais est-ce que c'est toute l'extension qui est obsolète ou c'est juste C'est toute l'extension. En Donc, ça l'occurrence, n'aurait pas été mieux de mettre l'avertissement au début? alors sur la page, alors je vais repartager la page. Hop. Essayer de la retrouver. Alors le temps de refaire le partage. Autoriser. Voyons voir. Alors, elle était où cette page? Alors, c'est pas ici, c'est pas ça. Évidemment, alors on va le refaire comme ça. Ça irait mieux avec un A dans le Change Page, peut-être? Non, non, parce que justement, c'est les deux noms. Il y a les extensions portent le même nom à une lettre près. Ah, Alors OK. là, c'est l'autre page qui le concerne. Typiquement, là, cette page ici, elle, c'est une autre page, mais ça donne la même idée. C'est comment, du coup, modifier les marges d'un document. Donc pour modifier les marges d'un document, bah, généralement, il y a géométrie, hein, ça se pose là, ça fait partie des grandes solutions classiques connues de tous. Mais il y a quelques autres extensions. Il y a vmargin. Alors vmargin avec sa description qui est quand même assez besogneuse et on retrouve une ancienne syntaxe où chaque argument avait une signification et du coup, si on ne connaît plus la signification, on est paumé. TypeArea, qui est une variante qui nous vient du monde de ComaScript, donc qui du coup permet d'avoir des formats qui sont décrits par des gabarits typographiques. Donc là, c'est une variante très européenne de l'échange, enfin de la modification. Et ici, vous avez ChangePage qui était proposé comme une solution. Donc là, moi, je me suis dit, bah, ChangePage, il va falloir la remplacer par ChangePage, si je la prononce très mal. Par contre, j'ai bien mis l'avertissement tout de suite. Elle est considérée comme obsolète, ce qui suit est informatif. L'extension doit être utilisée pour remplacer. Et j'ai quand même laissé l'exemple. Voilà. Ça permet de voir qu'on peut modifier localement l'ajustement de marge. Mais ChangePage, la nouvelle, elle, permet d'obtenir la même fonctionnalité. Donc, je vais devoir redécrire ici avec la bonne fonctionnalité, quitte à garder l'exemple ancien ou à ne garder que le code en se disant, bon, la FAQ, elle peut illustrer, doit-elle illustrer visuellement ou doit-elle juste donner le code dans ce cas-là? Ça, c'est une question philosophique que je laisse à chacun. OK. Mais voilà, Puis on avait any size et ainsi de suite. ce que tu avais montré tantôt, donc c'était la page qui parlait de change page. Ouais, Avec OK, donc c'est pour ça que l'avertissement n'était pas au début. c'est ça, tout à fait. OK, Alors, je OK. vais essayer de retrouver. Hop. J'ai ouvert trop de pages, ça y est, je me suis paumé tout seul. Alors, donc c'est pas celle-là. On va regarder. Donc là, elle est citée seule, donc c'est pas celle-là non plus. Hop. C'est pas celle-là non plus. Et là, c'est la page générale. Donc je C'était vais pas retirer. comment modifier les marges? Alors, Ah, quoi? redéfinir les marges. Non. Hop. Non, mais tu dois avoir raison. Je pense que c'est comment modifier les marges en cours. Ouais. Voilà. L'extension change page, celle-là, c'est celle qui est correcte. Et du OK, coup, OK. tu vois, la rédaction, il y a le A qui a sauté, le E qui a sauté entre les deux Ah, noms OK, OK, d'extension. c'est pour ça. Voilà. C'est avec le partage d'écran, ça devient petit, hein, fait que Oui, pardon. Je suis désolé. bon, ben, C'est pour ça que merci. ça m'avait pas sauté aux yeux non plus comme modification, mais après, c'est en allant sur parfois de temps en temps, je vais regarder la page Cétane pour voir ce qu'elle raconte. Et là, j'avais vu que celle-là, bah, il disait: «Ah non, 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 elle a plus lieu d'être. OK, d'accord, on fait les modifications qui vont bien à ce moment-là». Voilà, voilà. Y a-t-il des questions? Je voudrais juste intervenir pour dire que pour l'édition en ligne, donc comme vous l'a présenté Yannick, tout repose sur une version web de Visual Studio Code. Donc pour ceux qui connaissent Visual Studio Code, eh bien, vous ne serez pas dépaysés. Toutefois, la syntaxe, donc cet éditeur vient avec un mode Markdown qui est déjà très efficace, mais ce que l'on utilise pour la foire aux questions, c'est une version enrichie de Markdown. Et malheureusement, on ne dispose pas de toutes les fonctionnalités qu'on pourrait attendre pour les,
Donc, ce que propose en plus cette version enrichie de Markdown qui s'appelle MyST. Mais en fait, pour ceux qui utiliseraient Visual Studio Code dans leur coin, sur leur ordinateur, il y a un plugin donc dédié à MyST qui rend donc l'édition beaucoup plus simple et efficace. Elle n'est pas pour l'instant disponible sur l'éditeur web donc de la FAQ, de GitLab en fait. Mais ça devrait bientôt être le cas. Donc, j'espère que d'ici quelques semaines ou mois, eh bien, l'édition en ligne des fichiers Markdown de la foire aux questions seront encore plus faciles à faire.